Sur la question des applications numériques, et donc je répondrai aux deux et je m'en excuse auprès de la sénatrice. Sur les applications numériques, je crains que nous devions faire thème par thème. Donc, pour la procédure pénale numérique, fin 2025, l'intégralité des tribunaux seront en fonctionnement en lien avec le ministère de l'Intérieur. Ce sera, me semble-t-il, très important et une révolution pour tout le monde, y compris pour les services enquêteurs, mais comme pour les parquets qui devaient parfois réimprimer ce que renvoyaient les policiers. Bon. Sur la question Portalis, aujourd'hui, on est à 18% des procédures. Donc on est un peu loin de... On est un peu loin. Donc on y travaille fortement pour ce déploiement des tribunaux avec Madame la Secrétaire Générale. Je préside moi-même le comité numérique, ce qui n'était pas le cas précédemment. Et ce qui est désormais prévu, c'est que pour l'année 2026, ce soit la généralisation. Il y a une petite condition à ça, c'est la communication électronique avec les avocats. Mais autant pour APPN, c'est 2025, fin 2025, autant pour Portalis, ce sera sans doute fin 2026. Pour signer électroniquement les décisions civiles, ce que l'on appelle communément le minutier électronique civil, toutes les juridictions peuvent l'utiliser depuis octobre 2024. Et d'ailleurs, ça marche plutôt bien parce qu'au premier trimestre 2025, 19 000 décisions ont été signées dans le minutier contre 1600 au dernier trimestre. Donc là, et je l'ai constaté moi-même récemment en déplacement dans le Puy-de-Dôme, cela fonctionne plutôt bien. Sur WordPerfect, qui est l'irritant majeur, il est évident que nous devons... C'est un traitement de texte qui date des années 80. Voilà, c'est la préhistoire locale. Bon, voilà, il y a vraiment un lien avec Portalis, c'est-à-dire que tant que Portalis n'est pas mis en place, on est obligé de subir WordPerfect. Et après, il y a plein d'autres, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il y a plein d'autres applications. Je pense notamment aux applications qui nous lient avec la DGFiP, et donc on a le plus de difficultés sur le recouvrement des amendes, par exemple, mais c'est aussi les applications sur les tutelles, par exemple, où les greffiers passent 40 secondes à attendre que la page se mette en ligne. Bon, voilà, donc je peux vous assurer que, application par application, j'essaie de suivre personnellement ces sujets numériques. Est-ce qu'il y a un lien humain? Il y aura toujours un lien humain, monsieur le sénateur. Après, moi je constate, mais je pense que ça vous est peut-être arrivé en tant que justiciable, je constate que le ministère de la Justice, c'est quand même un ministère particulier où on pourrait faire quelques économies numériques comme toute autre administration l'ont fait. Je vous donne des exemples. Nous dépensons 65 millions d'euros d'envoi par lettre de décision de justice. Plus grand monde ne fait ça, hein, plus grand monde envoie des lettres. Alors si vous avez reçu ces lettres, c'est assez facile à reconnaître, c'est un stock d'enveloppes qui date de Giscard d'Estaing, du président Giscard d'Estaing, je pense, une couleur un peu bizarre qu'on ne reconnaît jamais plus. Vous l'ouvrez, il n'y a pas une formule de politesse d'ailleurs, et puis il y a un gros tampon de la justice qui est à l'encre, vous voyez, et puis au stylo bic, on a signé pour dire, bon, grosso modo, votre affaire a été classée ou au contraire, vous avez eu gain de cause. Dans deux pages d'ailleurs qui ne sont pas dactylographiées de la même manière. Donc à la fois dans le rapport à l'autre, on pourrait y gagner en politesse, en sympathie, savoir qui nous écrit, parce que ça m'est arrivé comme ministre de la Justice. Moi j'ai reçu une lettre la Cour d'appel de Paris. En plus, j'étais heureux de la décision, vous voyez, en plus, voilà, mais j'ai mis du temps pour savoir ce que c'était exactement. Je m'en suis pris comme exemple, évidemment, devant les directeurs quand je les ai réunis. Bon, c'est pas raisonnable, ça, de penser 65 millions de lettres. Par exemple, il y a plein de sujets de lettres recommandées qui d'ailleurs sont du formalisme, qui ne devraient plus exister. Puis par ailleurs, je vais vous dire, il y a des trucs tout bêtes, mais on dit, alors encore, c'est des statistiques, que sur les tribunaux, entre 15 et 25% de gens qui ne viennent pas au tribunal quand est prononcée leur peine. Même ni eux ni leur avocat. Quelle autorité a le juge quand quelqu'un ne vient pas? Le juge parle tout seul. Et alors là, on est très sympa, nous. Hein, on demande au greffier, pouvez-vous demander au commissaire de justice, donc on paye 80 € la commande, la notification. Donc on va choper le gars, puis on lui dit, voilà, tenez, cher ami, petite lettre, je vous rappelle que vous avez été condamné, vous avez 10 jours pour faire appel. Le gars, une fois sur deux, il fait appel d'ailleurs. Donc on embolise nous-mêmes le tribunal. Bah, je suis désolé, bon, c'est législatif. Ça coûte par exemple 3 millions dans le ressort de la Cour d'appel de Douai. On va arrêter les notifications. Si quelqu'un qui est condamné par la justice n'est pas capable de se rendre au tribunal, soit lui, soit son avocat, pour entendre sa condamnation, bah, il se renseignera, comme le permis de construire qu'on accorde, le refus de permis de construire qu'on accorde dans nos mairies. Et puis, bah, s'il ne vient pas, c'est tout, il n'y aura pas d'appel, et puis c'est terminé. Il y aura 10 jours, et puis au bout de 10 jours, on arrêtera. Donc, ne confondons pas, et c'est mon esprit avec lequel je vous réponds,
la nécessaire économie, numérisation, efficacité, avec évidemment le fait qu'il y a un procès physique, qu'il y a un rapport humain, que les avocats doivent plaider, bien sûr. Donc c'est tout à fait le cas. Et comme il est 18 heures et je vais tenir la promesse de Madame la Présidente, juste dire à Madame la rapporteure que cette question d'abord de consentement, moi j'y suis favorable. Je m'en suis exprimé comme tel devant l'Assemblée nationale. Je n'ignore pas les difficultés que cela peut inspirer, mais j'ai compris que la rédaction de l'Assemblée nationale, en lien avec les associations et les juristes, et le dernier procès Pélico le montrait, que cette idée de consentement expressis verbis n'était pas à retirer d'un revers de la main, et ne retirer, vu la rédaction choisie par l'Assemblée nationale, rien, me semble-t-il, à la façon dont la victime pourra être écoutée, entendue, et l'enquêteur faire son travail, et le magistrat in fine. Pour la question des mineurs hommes victimes de viol ou d'inceste ou d'agression qui reproduisent leurs faits, c'est un fait, vous avez raison de le dire, c'est pas automatique, mais c'est un fait. Je pense que le sujet psychologique et l'accompagnement psychologique est très important. Simplement, les psys pour enfants, il y en a peu, et encore moins qui travaillent dans la sphère publique. Bon. Donc on a un énorme travail avec le ministère de la Santé, je sais que M. Noder y est très sensible, d'accompagnement. Alors on appelle parfois ça de la justice restaurative, parfois c'est un accompagnement plus global qui peut toucher les personnes. Il faut d'ailleurs, vous savez bien, parfois même qu'ils mettent des mots sur les choses, on peut être victime sans jamais se l'avouer ou se l'avouer plus tard, pour plein de raisons qui sont propres évidemment à ces traumatismes. Nous avons des normes, sans doute d'énormes progrès à faire collectifs sur ce sujet. Il est certain que plus on arrivera à lutter contre évidemment les faits et puis les traumatismes qui touchent l'enfance ou les mineurs, moins on aura, me semble-t-il, d'actes reproduits par eux, même si encore une fois il y a un peu de liberté individuelle, donc je ne veux pas faire d'automatisme. Et en tout cas, je serai très attentif à la lecture de votre rapport.